bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence cet après-midi. On est ravis de pouvoir restituer ce travail aujourd'hui. On va présenter l'étude en une quarantaine de minutes avec Clément Boisseuil et Chloé Kint, avant d'ouvrir un temps de discussion et d'échange juste après. Alors, 2 mots sur l'origine de l'étude. Peut-être redire que cette étude s'inscrit dans le prolongement de différents travaux menés par la PUR ces dernières années dans le champ de la grande exclusion et du sans-abrisme. Le projet visait à répondre à un besoin de connaissance et de vision d'ensemble du sujet exprimé par nos partenaires. Un mot sur le choix de cette entrée, ce terme « errance », qui ne renvoie pas à une catégorie administrative ou à une politique publique classique, mais qui est souvent utilisé par les professionnels, que ce soit ceux impliqués dans l'accompagnement des publics ou même par les acteurs de la fabrique de la ville. Et donc, au travers de ce terme, l'idée était d'adopter un regard d'ensemble sur cette question, en prenant le parti de ne pas se centrer sur tel ou tel public ou telle politique publique, mais plutôt d'engager une réflexion globale autour des questions associées à l'errance au sens large. Donc dans l'étude, on définit ce terme selon 3 entrées, d'ailleurs qui se croisent par ailleurs. L'errance résidentielle d'abord, à savoir l'instabilité de vie entre la rue et des solutions d'hébergement plus ou moins durables et précaires. L'errance du quotidien ensuite, donc c'est la recherche de réponses à des besoins fondamentaux, ce que certains appellent l'épreuve de la débrouille. Et l'errance institutionnelle ou administrative, enfin, qui renvoie à des difficultés d'accès et de rupture dans les droits sociaux ou administratifs, ainsi que les instabilités de ces droits ou de ces statuts. Donc pour essayer de rendre compte de ces différents aspects, 4 types d'exercices ont été proposés dans le cadre de cette étude. En premier lieu, il nous est paru essentiel de repartir des recherches existantes, puisqu'on a des travaux qui sont extrêmement nombreux sur questions d'errance, de marginalité urbaine. Et donc pour cela, on a conduit une revue de littérature croisant des travaux de différentes disciplines, histoire, sociologie, sciences politiques, géographie, urbanisme, donc avec une entrée vraiment pluridisciplinaire, avec une grande part de l'étude qui vise à faire état de ces connaissances. En deuxième lieu, on a fait le choix d'une perspective de temps long, puisque les études se centrent souvent sur les périodes les plus récentes. Or, ce que l'on verra tout à l'heure, c'est que les travaux des historiens montrent que ce qui peut sembler nouveau ou les enjeux actuels trouvent souvent, ont souvent des racines anciennes, voire très, très anciennes. En troisième lieu, et pour rendre compte des tendances sur la période récente, plusieurs exercices statistiques et cartographiques ont été entrepris sur la base de sources multiples, donc pour à la fois analyser l'évolution de l'offre d'hébergement, pour mesurer l'accès au logement social des publics sans domicile, pour donner à voir l'offre existante en matière d'accompagnement du quotidien, en matière de droit, etc. Et enfin, l'étude a été complétée par une mise en perspective à l'international via un projet collectif proposé à un groupe d'étudiants de l'école urbaine de Sciences Po qui sont présents cet après-midi, je les remercie, avec pour objectif de connaître qui sont les personnes en errance et quels sont les publics mis en œuvre dans une sélection de 8 métropoles étrangères. Dernier point, donc l'étude est complétée d'une série d'iconographies et de photos, vous le verrez, donc qui vise à donner à voir ce que recouvrent les situations décrites dans leur réalité, dans leur dureté parfois, là où les statistiques, même l'écrit, peut tendre à euphémiser certaines situations. Donc Alexandre le disait en introduction, l'étude a été l'occasion de réunir de nombreux partenaires, nous les remercions, un comité de suivi partenarial avec des professionnels de l'urbain comme du social a accompagné le projet et s'est réuni à 2 reprises pour comprendre les attentes de nos partenaires, structurer les réflexions. On a également des acteurs associatifs qui ont été mobilisés tout au long de l'étude au travers d'échanges, d'entretiens, ainsi que des universitaires qui ont accepté d'échanger avec nous tout au long du projet.
2 ateliers enfin ont été organisés en juin dernier, associant une cinquantaine d'acteurs d'horizons divers pour travailler avec nous à partir de l'état des lieux qui avait été proposé, donc, et décliner des pistes de réflexion à l'échelle du Grand Paris. Et donc avant d'entrer plus spécifiquement dans les résultats de l'étude, on voulait aussi rappeler, resituer les situations dont il est question dans ce travail. Donc, par personne en errance, on se réfère à l'ensemble des personnes sans logement personnel. Donc ça intègre à la fois les personnes sans domicile et a fortiori les personnes sans abri. On peut le lire sur ce schéma. Ce qu'on peut dire, c'est que cette définition, elle recoupe des situations qui peuvent évoluer au jour le jour. Donc une personne sans abri un soir peut être hébergée le lendemain et inversement. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que les données statistiques ont tendance à figer ces situations, ce qui appelle à des travaux complémentaires, notamment sur les parcours. Et enfin, certaines situations, on le verra aussi tout à l'heure, sont par essence difficiles à capter, à mesurer, parce qu'elles sont illégales pour certaines ou alors informelles pour d'autres. Donc les squats, occupations illicites, l'hébergement chez des personnes tiers. Et donc c'est des choses qui peuvent être plus difficiles à mesurer. Voilà, je passe tout de suite la parole à Clément et Chloé pour les résultats plus détaillés de l'étude. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc on le sait, l'errance c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène qui est notamment documenté au travers de cette note complémentaire à l'étude portant sur le Grand Paris et qui s'intéresse à 8 métropoles, donc Bogota, Bruxelles, Londres, Helsinki, New York, Rome, San Francisco et São Paulo. Et qui a pour but de montrer que si la métropole du Grand Paris apparaît spécifique par rapport au territoire national français, finalement, la situation n'est pas si spécifique si on dézoome et qu'on regarde à l'international. Dans le Grand Paris, la Nuit de la Solidarité, c'est une opération de décompte des personnes sans abri qui est réalisée par la ville de Paris depuis 2018 et qui a été étendue à une trentaine de communes dans le Grand Paris depuis 2022. Cette opération s'est inspirée de celle qui était conduite à New York et elle a elle-même inspiré celle qui est réalisée depuis 2 ans à Rome. On constate dans les 8 métropoles que des décomptes du même type existent, selon des formats légèrement différents. Pour autant, ce qui en ressort, c'est que le nombre de personnes sans abri est relativement bien connu, tout est dans le relatif, tandis que le nombre de personnes sans logement au total demeure complexe à mesurer. Certaines métropoles ont engagé des enquêtes spécifiques à ce sujet et on peut retenir notamment 3 grands résultats. Premier grand résultat de cette comparaison, si on rapporte le nombre de personnes en errance à la population résidente, on retrouve des ordres de grandeur similaires dans les 8 métropoles et le Grand Paris également, de l'ordre de 0,1% de la population résidente si on regarde les personnes sans abri et de 1 à 2% si on regarde les personnes sans domicile, estimées à partir du nombre de personnes hébergées. Ces décomptes, c'est certes des minima, mais ils montrent que le phénomène il demeure relativement limité, permettant donc d'agir. Deuxième résultat, la comparaison des résultats des décomptes et enquêtes montre des similarités fortes dans les profils et les lieux d'installation. Les hommes sont majoritaires, tous les âges sont représentés, des lieux d'installation ressortent de façon singulière, les centralités, les gares, les interstices urbains, et nous reviendrons sur ce sujet notamment avec Chloé. Troisièmement, la comparaison des réponses publiques dans les 8 métropoles montre des similitudes. La plupart d'entre elles se sont engagées dans ce qu'on appelle depuis une quinzaine d'années le logement d'abord, c'est-à-dire le principe d'accompagner directement les personnes de la rue au logement, et toutes ont déployé des dispositifs spécifiques, que ce soit pour répondre à des besoins essentiels du quotidien ou bien pour héberger les publics, aller vers eux, les accompagner. L'étude principale sur le Grand Paris porte un deuxième enseignement. L'histoire de l'errance et celle des politiques publiques associées est une histoire de temps long et je laisse Chloé y revenir. Comme indiqué, l'étude adopte un regard de temps long. Donc pour cela, 3 grandes périodes sont documentées. D'abord, la période qui va de la fin du 19e siècle aux années 1970, où l'action publique oscille entre assistance et répression, et dont on retrouve encore des échos à l'heure actuelle.
Puis la période allant des années 1970 aux années 1990, au cours de laquelle l'organisation contemporaine des politiques publiques en direction des personnes en errance se restructure, avec la restructuration de l'hébergement généraliste d'abord, l'émergence du dispositif national d'accueil et les premiers dispositifs de veille sociale qui font leur apparition. Enfin, la période allant des années 1990 à nos jours, avec notamment l'émergence du droit au logement, puis les prémices et enfin la diffusion des principes du logement d'abord. Ce regard historique apparaît essentiel pour expliquer la pluralité des dispositifs d'action publique contemporains, donc ceux qu'on connaît, leur empilement et par là leur apparente complexité et difficile lisibilité. Et en complément de cette meilleure compréhension des politiques publiques contemporaines, ce détour historique il montre une chose, les publics en errance ont toujours été présents, particulièrement dans le Grand Paris, ils ont toujours été divers et leur nombre a varié au gré des périodes, mais il y a toujours eu des femmes, des étrangers, des jeunes, des enfants, des plus âgés parmi les populations sans domicile. En outre, les représentations ont certes évolué au travers du temps, depuis le clochard en passant par le SDF jusqu'au sans-logement aujourd'hui, mais certaines représentations négatives persistent. Par ailleurs, ce détour historique souligne l'extrême précarité de certaines situations dans différentes périodes. À titre d'exemple, dans l'entre-deux-guerres, Garni et hôtels meublés logeaient environ 12% de la population parisienne en 1929 pour être précis, soit plus de 300 000 personnes. Autre exemple, les estimations du ministère en 1966 font état de 47 000 personnes en bidonville dans le Grand Paris. On vous rappellera les ordres de grandeur aujourd'hui. Et orientées pour certaines vers des cités de transit, comme celle que vous voyez à Nanterre tout en bas, ou dans des foyers, ou encore vers les HLM alors en développement. Cette approche de temps long, elle souligne des points de rupture dans l'histoire contemporaine, les guerres mondiales, la décolonisation et les guerres associées, les chocs pétroliers des années 70 ou encore la crise migratoire des années 2010. Et ces épisodes ont appelé à des solutions d'urgence humanitaires et parfois de grands plans en réponse à une partie des besoins à un temps donné. Cette analyse de temps long souligne enfin des permanences dans la géographie de l'errance. Vous trouverez sur la droite, et si vous arrivez à lire, des cartes réalisées grâce aux archives compilées par Antonin Gué-Dupuy, que l'on remercie, historien, et vous sont représentés les bidonvilles dans les années 1950, 1960 et en 1971, ainsi que les cités de transit et les foyers en 1972. La géographie qui en ressort rappelle fortement ce qui s'observe aujourd'hui encore. Elle recoupe la carte de la pauvreté au sens large dans le Grand Paris aujourd'hui et nous rappelle que les personnes en errance sont avant tout des personnes pauvres. La deuxième partie de l'étude se centre sur la dernière décennie, avec pour question combien, qui et où sont les personnes en errance dans le Grand Paris. Pour répondre à ces questions, nous avons revisité et réexploité des travaux menés à la Pure depuis une quinzaine d'années en lien avec nos partenaires. Nous avons également échangé avec les producteurs de données directement pour couvrir un maximum de sources et aboutir aux estimations que vous voyez ici, et qui sont des estimations basses, je le rappelle, pour chacune des situations analysées. Plusieurs remarques. Tout d'abord, au regard des sources et des méthodes différentes, il n'est pas possible d'établir un résultat global sur le nombre de personnes en errance dans le Grand Paris. Cela est aussi expliqué par la nature même des situations d'errance qui s'imbriquent et évoluent au jour le jour, comme l'a précisé Émilie en introduction. Ensuite, la connaissance sur les personnes sans abri apparaît meilleure que celle sur les autres formes d'absence de logement. Nous nous appuyons notamment sur les résultats de la dernière édition de la Nuit de la Solidarité de janvier 2025, qui ne couvre toutefois qu'une partie du territoire du Grand Paris. L'estimation du nombre de personnes hébergées et à l'hôtel s'appuie quant à elle sur des sources récentes et consolidées. Toutefois, si on connaît le nombre de personnes qui sont mises à l'abri à l'hôtel, l'estimation du nombre de personnes en structure d'hébergement se fait à partir d'un nombre de places financées et non pas un nombre de personnes. Enfin, certaines situations ne sont pas bien connues. C'est le cas de l'hébergement chez des tiers, c'est le cas des squats. Les estimations sont partielles et elles sont anciennes. Donc vous retrouverez toutes les dates et toutes les sources dans l'étude. Mais pour ne citer qu'un résultat, la métropole du Grand Paris comptait à minima 5605 personnes sans abri et en bidonville le 23 janvier 2025. À la même date, 29 555 personnes étaient orientées à l'hôtel et plus de 43 500 places d'hébergement de tout type étaient financées par l'État.
Comme évoqué, les profils des personnes en errance ont toujours été divers et rappeler cette diversité historique ne doit pas relativiser des tendances récentes. En effet, certaines interpellent avec une augmentation globale du nombre de personnes sans domicile du fait de l'engorgement du système d'hébergement, une hausse des familles et des enfants à la rue ou encore des changements dans les origines migratoires et les processus d'intégration. Les profils des personnes sans abri montrent certaines stabilités dans le temps, dans leur nombre, dans leur répartition par genre ou par âge, ou encore dans leur trajectoire. Ainsi, en 1900, la part des femmes sans abri était estimée à 17%, et elle oscille entre 12 et 14% à Paris entre 2018 et 2025, ce qui vous est représenté sur le graphique de gauche. En revanche, le nombre et les profils des personnes hébergées, donc sans domicile, ont connu des variations importantes dans le temps, et comme dans la période la plus récente. Par exemple, c'est ce qui vous est représenté ici sur la droite, la part des femmes hébergées en centre d'hébergement et de réinsertion sociale en France a connu une hausse ces dernières années, passant de 36% fin 2012 à 46% fin 2020. Et la part des étrangers a progressé ces dernières années, passant de 42% des personnes hébergées en fin 2012 à 55% fin 2020. En complément du combien et du qui, l'étude essaie d'approcher où sont les personnes en errance, quels sont les lieux de présence observés. Pour cela, les données sur les personnes sans abri ont été précisément étudiées, et donc notamment les sources de la Nuit de la Solidarité. C'est ce que vous pouvez voir sur cette carte. Nous avons identifié les lieux d'installation lors des différentes éditions des Nuits de la Solidarité, et vous retrouvez en aplat derrière les grands axes urbains, les transports en commun, les axes routiers, mais également les espaces verts. Et pour compléter cette analyse territoriale, la carte que vous voyez ici a été établie à partir d'un exercice inédit se fondant sur les données de la Nuit de la Solidarité à Paris depuis 8 ans. Les résultats des différents décomptes ont été réexploités à partir de carreaux statistiques de 200 mètres par 200 mètres. Et sur un total de plus de 2200 carreaux, il y en a plus de 330 qui ne comptent aucune personne, c'est ceux qui sont en gris, ceux que vous voyez le moins. Tandis qu'à l'inverse, plus d'une centaine d'entre eux, et c'est relativement limité par rapport à 2200, comptent au moins une personne de façon systématique à chaque édition depuis 8 ans. Ils se retrouvent principalement dans le centre de Paris, ce sont les bleus foncés, mais également dans l'Est parisien, et ils font ressortir des gares et certains équipements, on va y revenir. Et finalement, le croisement de ces exercices cartographiques et d'analyse plus qualitative nous a permis de dégager une typologie de l'errance, une typologie des lieux de présence en 5 types d'espaces sur lesquels on vous propose de revenir. Ce sont les lieux de passage et de centralité qui ressortent en premier. En particulier les gares, les stations de métro, des grands axes structurants également et commerciaux comme le quartier des Halles, les grands boulevards ou encore la rue Rivoli à Paris. Cette présence s'observe également hors du territoire parisien, comme autour des gares RER de Sevran, de Bondy ou encore de Choisy-le-Roi, ou encore en proximité des centres commerciaux à Rosny-sous-Bois ou à Athis-Mons. Les aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle regroupent également des dizaines de personnes selon les maraudes spécialisées. Enfin, les hôpitaux sont également des lieux de refuge, notamment dans les salles d'attente des urgences, mais on notera aussi la présence de personnes hospitalisées faute de solution à la sortie. Deuxième type d'espace, les berges, les canaux, les quais. Et ces espaces ont notamment été des lieux historiques de la contestation et de la mise en visibilité des publics en errance. C'est par exemple le camp de Sully en 1955, organisé par les Compagnons d'Emmaüs sur les berges de Seine, avec environ 400 personnes en tente à cette période. Autre exemple, ce qui vous est présenté juste à côté, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2006, l'association Les Enfants de Don Quichotte organise l'installation de près de 200 personnes en tente le long du canal Saint-Martin. Et au début des années 2020, c'est tous les autres exemples, les quais de Seine et les canaux de Saint-Martin, Saint-Denis, de l'Ourcq, allant de Stalingrad à Tremblay en France, représentent toujours des lieux de présence fréquents des personnes sans solution, car ils trouvent un espace pour s'y installer. Troisième type de lieu, les espaces verts, les bois ou encore la petite ceinture à Paris. Notamment, donc, les bois de Boulogne et surtout de Vincennes constituent des points d'ancrage depuis de nombreuses années. On le voit notamment donc, dans les éditions de la Nuit de la Solidarité où, en lien avec Emmaüs et le SAMU social de Paris, en moyenne 139 personnes rencontrées chaque année. Donc un protocole de tolérance a ainsi été établi entre ces différents acteurs pour aussi travailler avec ces présences dans les bois.
Quatrième type, les axes routiers, les bretelles d'autoroute, le boulevard périphérique, les portes de Paris ressortent comme des lieux de forte présence et des dizaines de personnes seules ou en famille sont rencontrées sur les talus, dans les issues de secours, ce qui vous est présenté ici, du boulevard périphérique et à certains embranchements. Le boulevard périphérique parisien n'est pas l'unique axe routier concerné, les autoroutes A1 et l'A86 le sont également. Et enfin, cinquième et dernier type de lieu, certains espaces de refuge sont au contraire choisis pour se cacher, se mettre à l'abri. Le retrait de l'espace public de ces personnes rend complexe leur repérage. Leur présence pose des enjeux en termes de sécurité. Le travail des maraudes et les opérations de décompte permettent d'identifier ainsi des personnes dans des parkings, des locaux techniques, des espaces communs d'immeubles, que ce soit des halls, des caves, des locaux poubelles. Et on retrouve aussi des personnes en surface ou dans les sous-sols de secteurs dits de dalles, comme à La Défense ou à Saint-Denis, par exemple. Donc, cette typologie qu'on vient de vous présenter trouve des échos dans l'histoire. Si on revient à nouveau dans le temps long, on peut penser aux halles, on peut penser aussi aux périphéries et aux ports de Paris, là où se trouvait la zone avant son éradication, laissant la place aux habitations bon marché et à l'actuel boulevard périphérique. Donc, les limites actuelles de Paris, qui ont été établies en 1860, constituent des lieux d'ancrage historique des personnes en situation de précarité. Vous avez quelques photos qui vous sont présentées. Les publics ont changé, les politiques territoriales ont transformé ces espaces, mais cette mise en marge, elle, persiste. De même, cette typologie trouve des résonances dans d'autres métropoles à l'international, avec des lieux de présence identifiés qui sont proches. Les gares en particulier, on peut penser à la gare de Termini à Rome, les personnes dans le métro, comme c'est le cas à New York, ou encore les centralités urbaines, comme dans le centre-ville de San Francisco, le quartier de Santa Fe à Sao Paulo, ou encore le quartier de Westminster à Londres. Et nous arrivons à la troisième et dernière partie de l'étude sur laquelle on va présenter que quelques résultats. Cette partie, elle vise à étudier la pluralité des politiques publiques en lien avec l'errance. Cela touche à la fois à des questions d'hébergement, de logement, mais aussi aux politiques sociales, de santé, d'immigration. Et l'étude zoome plus spécifiquement sur 4 sujets. Premièrement, les difficultés liées au logement. Deuxièmement, les politiques publiques en lien avec l'hébergement et le logement adapté. Troisièmement, les dispositifs en réponse aux besoins essentiels que sont le fait de manger, se laver, se vêtir, être accompagné. Et enfin, l'articulation de ces sujets avec ceux de l'aménagement. L'analyse du nombre de places d'hébergement et de logement adaptés dans toutes leurs formes, c'est ce qui vous est ici représenté, montre une augmentation significative de l'offre. Plus de 153 000 places étaient financées par l'État fin 2024. Et au total, sur les 5 dernières années, soit entre fin 2019 et fin 2024, leur nombre a augmenté de plus de 12 000 places, soit une hausse d'environ un tiers. Pour autant, le système demeure saturé du fait des situations de blocage avec des personnes qui restent dans l'hébergement pendant des années, ce qui pose la question de la fluidité au sein et en sortie du parc d'hébergement et qui ont des effets en chaîne. Saturation du 115, tri catégoriel des personnes selon des critères de vulnérabilité de plus en plus précis, faute de solution. Et cela reflète finalement la difficulté de sortir de l'hébergement, faute de droits ouverts, de ressources, de solvabilisation, de logements abordables, et en raison de difficultés personnelles qui croisent histoire familiale, problèmes parfois de santé et questions sociales, ou encore tout simplement du fait d'un manque d'accompagnement. Face à un nombre de places d'hébergement, donc on l'a vu, qui est en hausse, les installations dans l'espace public perdurent. Les cartes que vous voyez ici correspondent aux opérations de mise à l'abri des personnes en campement, donc des campements dits de famille ou de personnes exilées, entre 2015 et 2024. Elles font ressortir la récurrence du phénomène, mais aussi sa stabilité géographique. L'enchaînement des évacuations et des réinstallations témoigne ainsi d'un manque de réponse structurelle en matière d'accueil, que ce soit des primo-arrivants, des exilés de plus longue date, ainsi que des populations roms et assimilées dans le Grand Paris. C'est ce que vous pouvez voir sur ce graphique qui vous est présenté. En orange et en violet, vous avez les estimations hautes et basses du nombre de personnes en campement depuis 2017 qui sont réalisés ces comptages par les maraudes spécialisées. Et donc en bleu, vous avez en parallèle le nombre de personnes mises à l'abri lors de chaque opération. Deux périodes se distinguent. D'une part, celle avant la crise sanitaire, avec des présences très importantes dans les campements et des opérations de mise à l'abri qui pouvaient concerner jusqu'à plus de 3000 personnes, comme on le voit en 2020, donc avec un pic. D'autre part, la période
période post-crise sanitaire, excusez-moi, avec moins de personnes concernées et des campements plus petits et plus dispersés. Des nouveaux campements se sont développés au cours de l'année 2025 selon les acteurs de terrain et nous le verrons peut-être lors de la prochaine édition de la Nuit de la Solidarité. Au-delà du nombre de places que je mentionnais tout à l'heure, c'est aussi leur localisation qui joue. Et cette carte représente les places d'hébergement, de logements adaptés et d'intermédiation locative dans le parc privé pour donner à voir les écarts à la moyenne entre la moyenne métropolitaine qui s'établit à 22 places pour 1000 habitants à l'échelle métropolitaine. En bleu, vous avez le nombre de places qui est supérieur à la moyenne. Vous avez donc une suroffre. Et à l'inverse, par rapport à la moyenne. Et à l'inverse, en violet, vous avez une sous-offre par rapport à la moyenne. Et vous avez en jaune la moyenne. La répartition de l'offre apparaît dès lors fortement déséquilibrée. Ce sont les communes et les arrondissements les plus populaires qui concentrent l'offre. L'Est parisien, des communes de Seine-Saint-Denis, des communes du sud de la métropole dans le Val-de-Marne jusqu'au département d'Essonne. Ce déséquilibre dans l'offre, il est encore plus marqué à l'échelle régionale, avec une majorité des communes de grande couronne qui ne disposent d'aucune place. C'est ce que montrent ces cartes concernant l'offre d'hébergement et de logements adaptés en nombre et pour 1000 habitants. À ce sujet, les retours des acteurs spécialisés soulignent une tension entre, d'une part, le fait qu'il y ait un besoin d'enjeu de solidarité territoriale et donc de rééquilibrage territorial de l'offre, mais de l'autre, il souligne également le manque de services de proximité dans certaines communes et donc l'éloignement que peut générer ce rééquilibrage pour des personnes qui demandent à rester pour la plupart dans le cœur de l'agglomération. Ce déséquilibre dans l'offre n'est pas sans incidence. L'exemple des hôtels en témoigne. Vous avez ici représenté le nombre de personnes hébergées à l'hôtel le soir du 23 janvier 2025, à la même date que la Nuit de la Solidarité, par les services intégrés d'accueil et d'orientation, les SIAO. En violet, vous pouvez voir les personnes qui étaient orientées par le SAMU social de Paris cette nuit-là. En vert, par Interlogement 93 pour la Seine-Saint-Denis. En bleu, par la Croix-Rouge du Val-de-Marne pour le Val-de-Marne. Et enfin, en vert foncé, par le SIAO des Hauts-de-Seine. On retrouve des logiques départementales. Mais on retrouve aussi des logiques où certaines personnes sont orientées en dehors de leur département d'appel. C'est en particulier le cas pour les appelants parisiens, qui sont particulièrement nombreux. Les mobilités engendrées par ces orientations questionnent le lien des personnes bénéficiaires avec le territoire où elles sont hébergées et l'accès aux services publics auxquels elles peuvent accéder. Accompagnement social, scolarisation des enfants, mais encore domiciliation. Ces mobilités ont également un coût puisque les frais de transport sont à la charge des publics mis à l'abri. L'errance résidentielle est le reflet de difficultés structurelles dans le domaine du logement. Et la situation du marché depuis le début des années 2000 est caractérisée par une déconnexion entre les prix des logements en hausse et le pouvoir d'achat des ménages. C'est ce dont témoigne le graphique en bas qui montre l'évolution des loyers à la hausse ces dernières années. Loyers plus élevés que dans d'autres métropoles françaises. Et c'est ce que montre aussi cet autre graphique en haut qui porte cette fois sur le nombre de demandeurs d'un logement social dans le Grand Paris. Fin 2024, la métropole compte plus de 600 000 ménages demandeurs d'un logement. Ce nombre est en hausse de 15% par rapport à 5 ans auparavant, fin 2019. Les publics en errance font dès lors face à des contraintes qui concernent la population dans son ensemble. Et cette situation, elle est renforcée par leurs besoins spécifiques en termes d'accompagnement. Le logement social constitue une des premières réponses pour eux et l'offre est en augmentation ces dernières années. Selon l'inventaire SRU, la part de logements sociaux dans la métropole du Grand Paris est passée d'à peu près 25% en 2010 à près de 30% en 2022. Et cette augmentation du nombre de logements sociaux, elle fait pourtant face à une hausse des demandeurs en général et particulièrement de ceux les plus vulnérables. C'est ici ce qui vous est montré pour les ménages sous le plafond PLAI. PLAI étant la forme de logement social la plus abordable. 6 ménages demandeurs sur 10 dans la métropole ont des revenus en dessous du PLAI. Donc, depuis 2018, l'orientation nationale en matière de réduction du sans-abrisme, c'est celle du logement d'abord, à savoir de privilégier un accès direct au logement sans passer par les différentes étapes d'hébergement. Dans ce cadre, d'importants efforts de priorisation ont été réalisés en direction des ménages sans logement personnel.
Vous est représentée ici la répartition des demandeurs à gauche et des attributions pour l'année 2024 par ménage, selon le statut du logement qui est déclaré. Plus d'un tiers des attributions enregistrées ont concerné en 2024 des ménages qui indiquaient être sans logement personnel. Donc, ces derniers font l'objet d'une priorisation. Donc, ainsi, par exemple, si 4% des demandeurs déclarent sortir d'une structure d'hébergement ou d'un hôtel, ils représentent 8% des ménages ayant reçu une attribution. L'errance, c'est, comme Émilie l'a indiqué en introduction aussi, l'errance au quotidien. Manger, boire, se laver, accéder à des sanitaires. Et finalement, c'est la débrouille qui s'impose pour une partie des publics. Bien que l'offre soit importante dans la métropole, elle se concentre principalement sur le territoire parisien. C'est ce que montrent ces différentes cartes, réalisées à partir des informations consolidées par Soliguide, plateforme développée par l'association Solinum, que l'on remercie. Soliguide représente plus de 1500 points d'eau dans le Grand Paris, dont 1100 sur le territoire parisien. Plus de 120 lieux pour se doucher, dont la moitié à Paris. Près de 850 toilettes et sanisettes, plus de 400 espaces de stockage des affaires et points de distribution en matériel et services. Et finalement, la répartition territoriale apparaît inégale et entraîne des mobilités forcées pour les publics au quotidien. Par ailleurs, ce temps mobilisé pour résoudre l'errance du quotidien dans la recherche de réponses constitue du temps en moins pour les démarches d'insertion, de recherche dans l'emploi ou d'un logement, par exemple. Sur ces cartographies, on se centre aussi sur certains besoins spécifiques. Parmi ces besoins, on retrouve l'accompagnement social et le fait d'avoir des lieux d'accueil au quotidien. L'offre en accueil de jour, c'est la carte de droite avec les points verts, elle est relativement faible dans le Grand Paris, alors que les personnes y trouvent un refuge en journée, un lieu de sociabilité, mais aussi d'orientation et de réponse à leurs divers besoins du quotidien. L'offre en matière d'accompagnement social, que vous retrouvez donc sur la gauche, recouvre quant à elle une pluralité de services et d'interlocuteurs différents. On retrouve les maisons des solidarités des départements, la CAF, les CCAS, mais encore les associations. Cela pose un enjeu de compréhension pour les personnes accompagnées du qui fait quoi et complexifie également les démarches. Le fait de disposer d'une boîte postale, qu'on appelle une domiciliation, est un prérequis nécessaire pour accomplir un certain nombre de démarches administratives ou fiscales, accéder à des prestations sociales ou de santé, ou encore ouvrir un compte bancaire. Les résultats de la Nuit de la solidarité montrent qu'une part significative est en hausse du nombre de personnes sans abri, des personnes sans abri qui ne disposent pas d'une adresse de domiciliation. Ainsi, en janvier 2025, 4 personnes interrogées sur 10 n'en bénéficiaient pas. Selon la DRIL, en 2023, 80% des domiciliations sont attribuées par des organismes agréés, 20% par des CCAS. En 2023, plus de 63 200 demandes d'attestation de domicile ont été refusées, très majoritairement auprès des organismes agréés qui invoquent en raison de la saturation de leurs services. Quand il s'agit de refus opérés par les CCAS, ils évoquent quant à eux davantage l'absence de lien établi avec la commune pour motiver le refus. Cette troisième partie se conclut par un focus sur les liens entre l'errance et l'aménagement. L'urbanisme répressif constitue un des phénomènes les plus documentés. Les politiques de lutte contre la grande exclusion et celles d'aménagement sont portées par des acteurs différents qui ne se connaissent parfois pas, avec des cultures d'intervention différentes, et ce qui pose un enjeu de dialogue et d'interconnaissance. Des entretiens spécifiques ont été réalisés avec des aménageurs pour connaître leur avis sur ce sujet. Chacun d'entre eux s'est dit concerné et s'est dit confronté à différentes situations dans le cadre de leur activité. Leur appréhension du sujet a recouvert différentes questions. D'abord, ils soulignent l'importance des enjeux liés à l'errance dans la conception, la gestion et l'entretien des espaces publics. Ils soulignent l'absence d'anticipation des présences, les coûts d'exploitation que cela peut engendrer, et par exemple par des opérations de nettoyage, la médiation entre les habitants et les personnes installées, des retards dans les travaux en cas de présence imprévue. Et ils mettent en avant, en face de cela, des réussites avec des exemples d'articulation entre acteurs sociaux et de l'urbanisme, entre eux, par exemple, acteurs du réaménagement de certaines places, comme celle de la Bastille. Il remarque enfin le besoin d'inscrire de façon plus systématique une réflexion autour de l'errance dans la planification urbaine et notamment dans les documents réglementaires. Cette question elle est récurrente dans les études de sécurité publique, mais moins dans les autres documents réglementaires. Et il rappelle que l'importance des choix politiques dans leur action et indique que les demandes d'habitants peuvent parfois aller à l'encontre de propositions plus inclusives.
Merci à tous les deux. Donc, dernière séquence avant de passer au temps d'échange sur les pistes qui ressortent de cet état des lieux. Donc pour nourrir la réflexion et proposer certaines pistes pour le Grand Paris, je le disais tout à l'heure, des entretiens et 2 ateliers ont été réalisés en juin dernier, réunissant donc des professionnels d'horizons divers, collectivités, services de l'État, associations, aménageurs, chercheurs. Ce que l'on peut dire, c'est que lors de ces échanges, un certain nombre d'acteurs ont d'abord insisté sur le besoin de traiter les causes, pas seulement les symptômes, et d'agir en prévention dans un contexte de marché de l'habitat très tendu en particulier. Ils ont également souligné le fait que les blocages résidentiels, institutionnels rencontrés par les publics s'expliquent par des facteurs multiples. Qui relèvent souvent de différentes politiques publiques, donc logement, solidarité, emploi, santé, immigration, aménagement, en insistant ainsi sur le besoin d'intervention partenariale, coordonnée, et puis tout simplement d'échanges plus nombreux entre acteurs de champs différents. Et par ailleurs, à la question que vous voyez ici, quel est selon vous le niveau de prise en compte des enjeux associés à l'errance dans les politiques urbaines et d'aménagement, donc qui proposait une gradation de 0 à 10. Les participants aux ateliers qu'on avait réunis ont accordé une faible note, vous le voyez, de moyenne de 3,5 sur 10. Témoignant d'un certain consensus sur le fait que l'appréhension de ces questions liées à l'errance et à la grande exclusion dans les sujets d'aménagement demeure actuellement limitée. Donc, à l'aune de ces échanges en atelier, 4 ensembles de pistes sont ressortis qu'on propose de décliner maintenant. Le premier ensemble de pistes recouvre les enjeux liés à la sensibilisation des acteurs et aux besoins de connaissances. On l'a vu, les données disponibles sur les personnes en errance ne permettent pas d'établir une photographie précise de la situation actuelle à l'échelle du Grand Paris. Il en ressort donc un besoin de maintenir, de consolider et d'étendre les dispositifs de connaissances qui existent déjà, et ce, tout en poursuivant des travaux spécifiques complémentaires sur des situations qui échappent à la statistique publique. Les occupations illicites, l'hébergement chez des tiers, les conditions de vie en centre d'hébergement, l'état des bâtis, un suivi renforcé des parcours et des attributions de logements sociaux aux personnes sans logement personnel, parmi tant d'exemples. Parmi les sujets, la connaissance des inégalités territoriales de santé est aussi ressortie comme un enjeu d'études thématiques fort. Et en complément, le sujet des personnes en errance est fortement médiatisé et fait l'objet de résistances locales. Les acteurs s'accordent sur la nécessité de sensibiliser les professionnels, mais aussi le grand public, notamment au travers d'actions de formation. Deuxième ensemble de pistes, le droit et les droits. On l'a vu, le terme errance renvoie à la fois des difficultés dans le quotidien, des obstacles ou blocages dans les parcours résidentiels, administratifs, d'accès au droit, au travail, à la santé. Ces enjeux questionnent l'application même du droit, droit au logement et à l'hébergement, droits sociaux, droit des étrangers, droit du travail, droit à la scolarisation, droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Selon certains participants aux différents ateliers, si le droit était pleinement appliqué, alors les formes d'errance résidentielle, administrative et du quotidien pourraient être évitées ou contenues. En lien, il ressort des échanges de forts enjeux autour de l'accès aux droits sociaux et aux services, la domiciliation, Chloé en a parlé, les prestations sociales, les lieux d'accueil et d'accompagnement, ainsi que des besoins importants en lien avec la santé. Ces sujets autour de la santé recouvrent différentes thématiques qui ne concernent pas uniquement les personnes en errance, mais la population dans son ensemble. C'est le besoin de prévention, c'est les difficultés d'accès à l'offre de soins dans un contexte de manque de professionnels et de délais d'attente. C'est des enjeux autour des droits en santé, c'est la prégnance des enjeux de santé mentale, c'est les questions de traumatisme liés à des violences ou encore à des parcours migratoires ou encore à des troubles d'addiction. Des interventions spécifiques existent pour les publics en errance avec par exemple des équipes mobiles qui regroupent des professionnels du social et de la santé qui vont à leur rencontre, mais les acteurs ils soulignent un enjeu de passage à l'échelle. Pour étendre le nombre de bénéficiaires et en lien, ils demandent des moyens. En complément, si l'accompagnement social apparaît décisif, c'est ce dont témoigne ce graphique,
Une partie des personnes en errance n'en bénéficient pas. Les difficultés d'accès aux droits semblent accentuées par la dématérialisation des démarches et la méconnaissance des dispositifs. Et finalement, les ruptures de droits et l'errance institutionnelle ont des effets en chaîne. La perte d'un droit entraînant le blocage d'un autre, l'absence de couverture maladie peut ainsi engendrer un renoncement ou des ruptures dans les soins. Et ces constats ils renvoient à la notion de maltraitance institutionnelle qui a récemment été inscrite dans le droit. Cette maltraitance concerne à la fois les publics, mais aussi les personnes qui les accompagnent et ne trouvent pas de solution à leur proposer. Le troisième ensemble de pistes renvoie aux réponses en matière de logement et d'hébergement, avec ici l'exemple de la répartition territoriale des logements, des logements sociaux sur la carte qui vous est présentée. Considérant que l'errance existe depuis des décennies et les situations qu'elle recouvre, les partenaires interrogés soulignent la nécessité de poursuivre le développement de l'offre de logement social et abordable. Mais aussi, en parallèle, de maintenir, voire pour certains d'augmenter, l'offre d'hébergement et de logements adaptés. Mais cela tout en fluidifiant les parcours d'accès au logement. Les acteurs invitent également à renforcer les actions préventives, prévention des expulsions, anticipation des risques de sortie sèche d'établissements médico-sociaux ou pénitentiaires, sécurisation des droits sociaux, et ainsi de limiter les actions qui relèvent de l'urgence. Finalement, ils invitent à la définition d'objectifs territorialisés en matière d'hébergement et de logement adapté, et ce à l'échelle métropolitaine, de la même façon que c'est fait pour le logement social. Cela implique de faire évoluer les documents de planification dans l'attente du futur plan métropolitain habitat-hébergement. Certaines orientations témoignent ces dernières années d'une meilleure prise en compte des enjeux liés à l'errance, bien que leur nombre demeure limité. On peut prendre les projets d'occupation temporaire qui, pour certains, comportent une partie d'hébergement et participent à un effort de développement de l'offre. L'intégration de ces lieux d'hébergement dans certains sites a encouragé ensuite leur maintien dans la programmation finale du site. Autre exemple, il est envisagé de déployer au moins une pension de famille dans chaque futur quartier de gare du Grand Paris Express, dans une logique de renforcement du maillage de l'offre. Enfin, et pour finir, le dernier ensemble de pistes renvoie au lien entre l'urbanisme et les enjeux liés à l'errance pour mieux intégrer ces enjeux et construire un aménagement inclusif fondé sur l'hospitalité. Pour cela, il a été proposé de développer davantage de services et lieux d'accueil spécifiques pour pouvoir servir les publics en errance, mais aussi d'autres publics dans une logique de co-bénéfice. L'installation d'urinoirs, par exemple, est un exemple pris par plusieurs partenaires, dans les bois comme à la Défense, et d'autres sont proposés comme le retour des bornes d'appel à destination des secours, alors que les cabines téléphoniques ont disparu. Elle pourrait être utile aux personnes sans abri qui n'ont pas de téléphone ou ne peuvent pas le charger pour appeler le 115, mais elle pourrait être aussi utile à des riverains sans portable, sans réseau ou sans batterie, souhaitant joindre les secours, ou à des personnes en danger, notamment des enfants ou des femmes victimes de violences sans téléphone ou qui ne souhaitent pas laisser de traces de leur appel. De plus, les professionnels insistent sur l'importance de s'appuyer sur les dispositifs déjà existants et de maintenir, voire d'amplifier ceux qui ont fait leurs preuves, notamment en accentuant leur financement et leur diffusion pour étendre le nombre de bénéficiaires. Et pour cela, plusieurs exemples de dispositifs sont pris. Je ne vais pas tous les citer, les dispositifs Bye Bye à la rue, Place Grands Marginaux, Mission Interface, Système B contre Bidonville, Insère-toi, des programmes, Chez Soi d'abord, Hope, Agir, Convergence, les équipes mobiles pluridisciplinaires, équipes mobiles en bidonville, équipes mobiles dans le logement social, Père aidance, médiation. À l'aune de cet état des lieux, finalement, ce qui me pose, c'est de toucher le maximum de bénéficiaires et de comprendre l'articulation de ces dispositifs. Par ailleurs, cet état des lieux, il montre que certains lieux et espaces pourraient nécessiter une attention plus spécifique en raison de l'installation fréquente en leur sein. Les axes routiers, les gares, les stations de métro, les espaces verts, les canaux. Et cette attention, elle pose en particulier la question de savoir comment concilier d'une part l'accueil, l'hospitalité, la prévention, mais aussi la sécurité publique pour les publics. Un besoin de tolérance est souligné, le temps de trouver des solutions durables, et les professionnels soulignent également l'importance du bénévolat, des solidarités de proximité, de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, pour finir, ils insistent le besoin de davantage intégrer les personnes elles-mêmes, celles concernées dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques qui leur sont destinées. L'ensemble de ces pistes sont autant de réponses possibles et elles vont être mises au débat des 2 tables rondes à venir. Nous vous remercions.